Il y a un autre problème aussi en France, c'est le budget. Et au sein du budget, on a beau chercher des messages de soutien. En fait, on est dans un pays, il faut mieux être senior et retraité que jeune et avoir la vie devant soi. Franchement, j'ai jamais vu un budget qui s'adresse aussi peu aux jeunes. Jean-Hervé, je vous regarde parce que vous êtes jeune dans votre tête, Jean-Hervé, je le sais. Et que c'est un dossier pour vous qui est un dossier précieux. L'histoire Oui. de 10% sur les impôts, je veux dire, la première des stupidités, c'est d'avoir parlé d'une catégorie qui s'appelle les retraités, entre une femme qui a eu 23 annuités, 2/3 de SMIC, surtout avec 700 €, et je ne parle pas des énormes revenus que peuvent avoir certains retraités, mais moi j'ai une retraite tout à fait convenable, ne permet pas de faire fortune, mais et je veux dire, et je trouve ça tout à fait normal qu'on demande un effort aux retraités. Donc cette histoire de mettre dans un seul bloc les retraités est stupide, premier aspect. Deuxième aspect, le sujet du vieillissement, du choc du vieillissement, qui est majeur, parce que toute une partie de ce qu'on a dit tout à l'heure est quand même liée au fait que nous sommes des pays qui sont des pays dans lesquels les taux de natalité sont en train de baisser de manière très significative. Y compris en France. Y compris en France. De manière d'ailleurs très difficile à comprendre. Enfin bon, c'est comme ça. Deuxième aspect dans lequel les pourcentages de vieux ou de retraités, seniors, vieux, c'est moyen. Mais, quand on hésite sur le mot, c'est que c'est... Senior est en train de croître et il y a 3 sujets pour les seniors qui sont totalement ignorés par le débat actuel en politique, totalement incompétent sur le sujet. Premier sujet, c'est que ça coûte très cher. Là, ça coûte plus de 20% entre les retraites. Et nous, le calcul qu'on va développer la semaine prochaine avec Rexecode, c'est que rien que pour le coût direct du vieillissement, en 2030, c'est-à-dire demain matin, ça coûte 35 milliards d'euros de plus par an. Deuxième sujet, on parle beaucoup d'innovation, mais c'est vrai que les garages, ça se fait plutôt chez les jeunes que chez les vieux, même si. Et troisième sujet, le plus important, et là je passe tout de suite la parole à mes camarades, c'est le fait que il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour savoir qu'il y a une corrélation directe entre l'âge et la prise de risque, et que l'argent dont on dispose en Europe et notamment en France, il n'est pas si facile que ça de le conduire vers le risque et vers le système. Et vers l'innovation, donc. Et vers l'innovation. Donc, on a un problème qui est majeur, et ce problème, il n'est absolument pas traité. Alors, vous avez pris l'exemple tout à l'heure, tout à fait juste titre, on ne va pas toucher les retraités. Mais on va toucher aux apprentis. Et on va toucher les apprentis, alors que c'est le seul truc malin, vraiment malin qu'on ait fait en quelques années. Donc c'est idiot. Avant, on avait 250 000 apprentis, on en a 1 million, enfin 800 000, 1 million. C'est vrai que c'était plutôt des très diplômés, donc rien n'est parfait dans ce bas monde, mais c'est 10 fois mieux qu'auparavant, et ça conduisait vers quelque chose d'important. Donc on est en plein délire sur ce sujet, incompétence et incapacité de se projeter à plus de, on va dire, 6 mois. Oui. Alors juste pour planter le décor, c'est en termes, alors côté natalité, la France en 2024, c'est à peu près 660 000 naissances. On est dans les niveaux de juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on redescend à ce niveau-là. Et l'INSEE a publié il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine de jours, une étude. En 2052, en France, il y aura 2,8 millions de seniors dépendants dans ce pays. Voilà, donc ça c'est le... Isabelle, Anthony, sur ce budget, bon, alors évidemment, on est sur un budget technique, mais ce budget qui manque d'allant, qui manque de souffle et d'horizon, mais qui ne parle absolument pas à la classe, je veux dire à la génération qui va gérer le monde qui vient en fait, et sur lequel même la réforme des retraites ne concerne plus directement que les seniors d'aujourd'hui finalement. Ouais. Non, mais on parle plus aux jeunes depuis longtemps, c'est pas que ce budget. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Non, mais c'est pas que le budget, je vous rassure. On a une espèce de cuisine, c'est ahurissant. Mais on parle plus aux jeunes depuis très longtemps. Oui, on est une société de plus en plus conservatrice qui pose la question effectivement de la prise de risque, qui est inhérente à l'innovation, avec quand même des vrais enjeux côté jeunes.
qu'est l'accès à l'emploi. On a quand même un taux de chômage des jeunes, notamment des jeunes non diplômés, qui est quand même très élevé. Et par ailleurs, le logement. Et je sais que Jean-Hervé est très sensible aussi à cette question-là, à l'accès au logement. Et on n'a pas de réponse, on n'a pas du tout de réponse, on n'en parle même pas, hein, c'est mis sous le tapis. C'est complètement tabou presque. Oui, c'est quasiment tabou parce que, voilà, on concentre. Et j'ai bien peur que prochaines élections présidentielles, je ne sais pas quand elles auront lieu, mais que le sujet central restera la réforme des retraites dans toutes ses dimensions et qu'on oubliera l'avenir de notre pays qui se joue plutôt au niveau de la jeunesse. Et voilà, moi je trouve que c'est assez désespérant et notamment, on voit bien qu'il y a vraiment un sujet sur la mère des réformes, c'est la réforme de l'éducation, de la formation, de l'entrée dans l'emploi qui était facilitée effectivement par l'apprentissage, même si j'étais pas toujours fan que ça profite essentiellement et de plus en plus au bac+5, mais quoi qu'il en soit, c'était quand même un tremplin dans l'emploi pour ces jeunes. Et tout ça, on a l'impression que oui, on est plutôt dans la période où on va faire du rabot sur ce qui était plutôt en faveur de la jeunesse. Et je veux dire, quand on prend tous les paramètres de la jeunesse, vous venez de dire, je cite le nouveau ministre de l'Éducation nationale qui juge l'état de l'école extrêmement inquiétante. Oui. Ça, c'est déjà un constat. Je me réfère aussi. Je peux peut-être rajouter quelque chose parce que on va avoir. Alors, c'est l'avantage. On a toute la génération des baby boomers d'après-guerre qui aujourd'hui concentrent beaucoup du patrimoine immobilier, mais aussi du patrimoine financier. On devra avoir dans les années à venir une grande rotation. La grande transmission. Voilà, la grande transmission, rotation du capital. Ce qu'on aimerait, et c'est pour ça qu'il faut peut-être, je ne sais pas comment mais en tout cas il faut y réfléchir. Il y a effectivement le financement, la dépendance d'une part, mais il y a aussi, on aimerait bien que cet argent il saute une génération, c'est-à-dire que n'aille pas, parce que ceux qui vont hériter seront eux-mêmes souvent retraités. Ce qu'on aimerait, c'est que ça aille à la génération d'après qui fait face à un certain nombre de défis aujourd'hui qu'on n'adresse pas du tout. Donc il y a probablement à repenser un certain nombre de choses. Alors après, c'est un dossier très sensible et j'espère qu'on, dans les experts, on aura l'occasion d'y revenir parce que je vous regarde en même temps, Tony. Je me réfère à une note qu'avait fait le Haut Commissariat sur la stratégie au plan, qui est sorti début septembre, et parle d'une marée descendante, déjà, donc c'est rien que le mot, qui va nécessiter de travailler plus, d'automatiser davantage, de se poser des questions en termes de stratégie d'immigration au travail. Oh là là, autre tabou. Regardons l'Italie. Regardons l'Italie. Oui, voilà. Regarde ce qui s'est passé en Italie. Elle a quand même été élue sur un programme anti-immigration. Force est de reconnaître qu'elle est face à une réalité, c'est qu'elle avait besoin d'importer une certaine main-d'œuvre pour continuer à faire marcher l'appareil productif italien. Donc, Anthony, sur la faible prise en compte, j'aime bien le doublon que fait Jean-Hervé, c'est-à-dire que c'est quelque part ne pas prendre en compte la jeunesse, c'est pas ne pas prendre en compte le monde qui vient, donc celle de l'innovation, celle des ruptures technologiques qui sont majeures en ce moment. C'est un point qui vous inquiète aussi chez Rexecode ? Mais complètement. Déjà, je m'inscris en ligne avec ce qui a été dit. On a fait un petit calcul pour commencer à poser la base. On demande un effort aux ménages. Regardons, on a une augmentation du taux d'épargne qui a quand même été massive au sein des ménages français. Où est-ce qu'elle est concentrée, cette épargne ? On a fait les calculs. Entre 2024 et 2019, c'est 65%, les 2/3 qui sont réalisés par les ménages de plus de 65 ans. Donc on sait où est l'épargne, mais ça a été lié au fait que d'une part, on a revalorisé davantage les pensions, et puis ils ont bénéficié de ce qu'on appelle les revenus financiers, puisque le patrimoine financier est davantage concentré chez les retraités. C'est pas très grave, mais comment ensuite on peut venir demander un effort encore aux plus jeunes et épargner les plus âgés ? Là, je pense qu'il y a un déséquilibre majeur. Et puis, renier le capital humain, c'est renier la productivité de demain, c'est affaiblir la croissance de demain, c'est justement condamner le pays au déclassement sur le long terme. Donc, il faudrait au contraire investir, mais massivement, sur l'éducation. Et pour ça, il faut faire des constats qui sont pas très agréables. C'est que notre école publique, elle échoue en termes de niveau, en termes de reproduction sociale. Donc le modèle tel qu'on l'a construit, on aime penser qu'on avait la bonne formule, c'est pas vrai. Donc il faut accepter de regarder les choses telles qu'elles le sont, et ça veut dire des réformes en profondeur. Et on voit bien qu'on n'a ni le capital politique, ni en plus les budgets à engager. Donc ça demande vraiment de repenser complètement ce système. Ouais. Et on n'y est pas du tout aujourd'hui, malheureusement. Et on parle beaucoup de justice, hein. On focalise sur les inégalités. On sait qu'en France, les inégalités de revenus après redistribution sont fortement réduites. Donc on a un modèle social, même si qui est très redistributif. Certes, il est probablement perfectible, mais il est déjà très redistributif. On a des inégalités de patrimoine qui
qui viennent d'être évoqués. Et par ailleurs, on a, et ce qui est aussi, ce qui a été dit, on a une inégalité des chances. Et c'est vraiment probablement, je pense que ce qui inquiète beaucoup les Français et ce qui grippe un peu les rouages de la démocratie, c'est que vous imaginez que vos enfants ils vivront moins bien que vous vivez aujourd'hui. Là, c'est clair que le budget donne pas d'argument. Et que le budget est un borne, et que c'est ce qui fait aussi cette justice intergénérationnelle, c'est ce qui fait le moteur aussi de nos démocraties. Et donc, il est vraiment important de travailler sur ces inégalités de chance et notamment en travaillant sur l'éducation, qui devrait être, à mon avis, la mère des réformes. J'aime bien l'expression mère des réformes et sur cette idée que, en fait, la France est, par rapport à celle de ma jeunesse, totalement segmentée. Quand on voit les cursus, au fond des milieux aisés, des enfants des milieux aisés, j'ai vu pour de mes propres enfants, on voit bien les cursus qui sont des cursus dans les écoles privées, des ceci, cela. Quand ils sont bons, ils rentrent dans les bonnes écoles. Quand ils sont mauvais, ils payent dans des écoles qui sont beaucoup plus moyennes, mais qui finalement filent un job à sortie. Il y a 1 300 000 NEETs. Tout ça, c'est de la production qui n'a pas lieu. Donc, on est dans un univers dans lequel on a un premier problème qui est segmentation. Donc c'est assez compliqué parce que l'éducation nationale, elle est le reflet de cette segmentation. On envoie des jeunes profs très mal payés. Dans les zones difficiles. Un jeune agrégé, il me sort ce qu'il gagne au début, c'est hallucinant. Et on l'envoie dans un quartier difficile où on le dégoûte très vite. Voilà, donc premier sujet. Et au fond... je trouvais que le président Macron, je commence à parler comme Madame Panot, le président, Dieu m'en garde, le président Macron avait eu une seule bonne idée au moment de sa réélection. C'était transformer le lycée professionnel. Parce que c'est là la première des difficultés. En fait, l'immense majorité des gens qui sont dans les lycées généraux vont jusqu'au bac et poursuivent, et le lycée professionnel, c'est les gamins qui, pour des raisons souvent sociales, sont mis de côté et vont dans des structures qui sont des structures où ils arrêtent, et c'est la naissance des NEETs. Les NEETs, c'est ça. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur la segmentation de la société, une réforme. Vraisemblablement, c'est la seule solution, comment on va pas mettre des milliards sur le sujet, c'est de décentraliser complètement, responsabiliser complètement les écoles. Enfin, je veux dire, il faut vraisemblablement complètement modifier l'organisation. Retourner. C'est ce que dit Borloo. Et Borloo, qui est un homme qui a eu beaucoup d'imagination sur beaucoup de sujets, il explique à quel point vraisemblablement il y a des problèmes d'argent. Évidemment, et de rémunération, mais l'organisation elle-même, c'est elle qui pêche cette idée stupide qui vient de plus d'un siècle, qui consiste à dire que tous les gamins de France doivent savoir qu'est-ce que représente 1515 à la même minute. Tout ça n'a aucun sens. Et c'est ça qu'il faut totalement décentraliser, donner de la responsabilité aux responsables des écoles, des lycées, des collèges. L'université, sur ce plan-là, l'enseignement supérieur a fait de gros efforts. Oui, Isabelle. Et puis, quelque chose d'inquiétant, alors qui est assez paradoxal, puisqu'en fait, c'est une génération, la génération qui vient, c'est une génération qui a baigné dans le monde numérique, mais vient aujourd'hui la révolution de l'intelligence artificielle, et on voit bien qu'aux États-Unis, eh bien, ça pose un problème sur l'entrée dans l'emploi d'un certain nombre de jeunes qui ont déjà des compétences sur l'aspect intelligence artificielle, qui peuvent avoir des compétences déjà obsolètes. Et donc, on va avoir encore plus de difficultés à faire entrer à l'ère de l'intelligence artificielle. On risque d'avoir encore plus de difficultés de faire un tremplin dans le premier emploi pour nos jeunes. Donc, il y a vraiment des questions structurelles et fondamentales qu'il va falloir traité. Et pour Emmanuel Macron, qui avait lancé le réarmement démographique, bon, le mot était un petit peu peut-être malheureux, mais ça reste une question hautement aiguë. Juste pour citer encore un dernier chiffre, mais pour qu'on se rende bien compte de la situation, la rentrée dernière, il y avait au premier degré 106 900 élèves de moins. En fait, c'est quelque chose, voilà, c'est un pays qui se ratatine.
ni plus ni moins. Alors juste un mot, dans les explications, c'est peut-être une piste, une explication peut-être très modeste, mais dans cette chère transition démographique, ils ont fait le calcul qu'en moyenne, un ménage de 35 ans, etc., a 17 mètres carrés de moins. Oui, c'est ça le logement. 17 mètres carrés, c'est la place d'un enfant. D'une chambre pour un enfant. Allez, donc il y a une question du logement qui est aussi, ma foi, qui est centrale.